Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous et mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute. Mais surtout, partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Vous avez désormais la possibilité de faire un don pour soutenir Milkshaker et par la même occasion soutenir une association. En effet, 50% des dons seront reversés à des associations qui en ont besoin. Ce mois-ci et jusqu'au 1er juillet 2021, Milkshaker commence très simplement par soutenir IJ, une association pour laquelle je suis bénévole en tant qu'ostéopathe, fondée par Catherine Ribus et qui a pour vocation de prodiguer des soins ostéopathiques gratuits pour les femmes et les enfants. J'y tiens tout particulièrement car c'est cette association qui m'a permis de connaître Catherine et c'est par ce biais que nous nous sommes découvertes et lancées dans l'aventure folle de créer en région parisienne un centre de soins pour les femmes et les enfants. Pour plus d'informations et pour faire un don, rendez-vous donc sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, rubrique Milkshaker. Et comme il se dit couramment que c'est avec de petits ruisseaux qu'on fait de grandes rivières, je vous précise qu'il n'y a pas de petits dons. Et maintenant, place à l'épisode. On retrouve aujourd'hui Marie Ruffier-Bourdet. Marie est ergothérapeute spécialisée en périnatalité et elle est déjà venue enrichir Milkshaker lors de l'épisode 25 sur les hyposensibilités. C'était passionnant et je vous invite à écouter cet épisode si ce n'est pas déjà fait. Cette fois-ci, on va parler de la diversification alimentaire et il en existe différents types. Progressive, mixte ou encore menée par l'enfant. Elle nous apporte son expertise d'ergothérapeute pour nous expliquer les avantages et les inconvénients de chacune de ces possibilités. Et ensuite, on s'y prend comment ? Quand est-ce qu'on commence ? Est-ce qu'un type de diversification conviendrait mieux à mon bébé et pas au suivant ? Marie va vous donner toutes les grandes règles et ensuite vous communiquer l'importance de regarder, écouter, ressentir votre bébé pour adapter vos choix à votre situation. Elle va aussi nous faire un point sur ce célèbre réflexe nauséeux ou encore gag réflexe qui peut être source d'angoisse en tant que parent lors de cette étape de la vie de votre bébé. Que votre chouchou soit allaité ou non, vous trouverez dans cet épisode toutes les clés pour diversifier en toute sérénité. Belle écoute. Bienvenue Marie, bienvenue dans Milkshaker. Merci, bonjour. Alors Marie, est-ce que tu peux te représenter pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'on avait déjà fait un épisode avec Marie sur l'hyper et l'hyposensibilité et l'allaitement. Alors Marie, qui es-tu ? Alors moi je suis ergothérapeute depuis 15 ans. L'ergothérapie, on nous appelle aussi les occupational thérapistes. Et pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que, on est centré sur l'occupation. Donc en périnate et dans la petite enfance, en fait, on va se centrer sur l'occupation du bébé, le repas, le sommeil, la toilette, la mobilité, le jeu. Et donc on va accompagner pour que l'enfant puisse se développer de façon performante dans toutes les occupations de sa vie. Et pouvoir grandir sereinement au sein de sa famille. Ok, très bien. Marie, on s'est dit aujourd'hui qu'on allait donc discuter diversification alimentaire et allaitement. C'est un vaste sujet qui a différentes facettes. On va essayer aujourd'hui de parler de comment ça se met en place dans les grandes lignes, de l'intérêt d'une diversification classique avec les purées, de l'intérêt d'une diversification qu'on appelle menée par l'enfant, et essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de chacune, pour que les parents ils puissent faire des choix toujours pareils, de façon éclairée et sans culpabilité. Alors, Marie, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la diversification ?
Donc la diversification, c'est le fait que l'enfant va pouvoir découvrir des autres textures, des aliments, pour aller vers une alimentation, ce qu'on appelle de table, c'est-à-dire comme papa et maman avec des morceaux. Donc petit à petit, en fait, il va expérimenter d'autres patrons moteurs, d'autres mouvements moteurs, puisque jusqu'à présent, il avait la succion pour s'alimenter, et il va devoir apprendre à faire des mouvements avec sa langue pour déglutir des purées, mais aussi pouvoir gérer des morceaux en quantité et en qualité. En qualité, ça veut dire de pouvoir gérer plusieurs textures différentes. Ok, très bien. Et alors, donc il y a différentes façons de mettre en place cette diversification. On parle de diversification. Est-ce qu'elle porte un nom, la diversification classique avec les purées finalement, ou on lui donne pas de nom? On dit classique, moi j'aime bien l'appeler progressive aussi. Et Ouais, puis, on peut aussi parler de diversification mixte parce que ça fait une grande. Enfin, j'avais fait un sondage et il y a quand même beaucoup de parents qui la pratiquent, même si elle n'est pas nommée en tant que telle. d'accord, ok. Alors, en quoi ça consiste? Donc, la diversification progressive, ça consiste à commencer par les purées pour l'enfant, des purées qui vont être mixées lisses fines entre 4 et 6 mois. À partir de 6 mois, on va apporter de plus en plus de consistance à la purée, de grains, de petits morceaux, pour arriver à 9 mois à une purée qui va être grumeleuse, c'est-à-dire des morceaux fondants avec un liant plus ou moins épais. Sachant qu'à 12 mois, l'enfant devrait être passé aux morceaux et avoir expérimenté un maximum de morceaux, même en diversification classique ou progressive. Pour ce qui D'accord. est la mixte, eh bien la mixte, on va commencer par la purée et très rapidement, dès que l'enfant soit en montre l'envie ou se tient assis, on va pouvoir passer vers les morceaux. Euh, et la DME, c'est la diversification menée par l'enfant, c'est-à-dire que là, pour le coup, on va proposer à l'enfant, dès sa tenue assise, stable, des morceaux pour explorer les aliments. Ok, sachant qu'un bébé tient assis, enfin, en fonction des bébés, c'est évidemment différent. Vers quel âge tu dirais que finalement qu'ils tiennent assis et que la diversification menée par l'enfant peut être démarrée? Parce qu'on est d'accord que c'est du coup uniquement à partir de cette position assis. Oui. Alors surtout, c'est à partir de cette position assis, mais c'est pas qu'ils se mettent assis. Des fois, il y a une confusion entre les deux, parce que se mettre assis tout seul, ça vient vraiment beaucoup plus tardivement, donc vers des fois 9, 10 mois, ce qui est trop tard pour proposer un aliment solide aux enfants. Et donc, se tenir assis, on va dire que c'est à partir de 6 mois, mais c'est quand même très, très différent d'un enfant à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont tenir assis à 8 mois, d'autres à 6 mois, d'autres à 9 mois, et que du coup, ça fait un commencement de la diversification qui va être différent. Est-ce que si mon enfant, c'est une question qui me vient là tout de suite, est-ce que du coup si mon enfant euh, tient assis, donc c'est-à-dire que vraiment on le pose et il tient dans cette position assise même s'il n'y est pas allé tout seul, si ça arrive finalement assez tard, tu vois, plutôt 8-9 mois que 6, est-ce que du coup c'est un facteur qui nous fait dire que ce serait bien de ne pas faire que de la DME? Oui, tout à fait. Si l'enfant il tarde à se mettre assis, eh bien, il faut commencer quand même par l'exposer à des goûts, à des textures et à des allergènes à partir de 6 mois. L'OMS recommande quand même une diversification à 6 mois et les associations pédiatriques et gastropédiatriques françaises entre 4 et 6 mois. Ouais, ça c'est pas toujours facile, je trouve, pour les parents de s'y retrouver, parce que fonction du pédiatre chez lequel on va, en fait, il a son avis sur la question et on peut se sentir un peu imposer, tu vois, un timing de démarrage. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour que les parents, justement, fassent ces choix plus facilement sur ce 4-6 mois? À partir de 6 mois, tout le monde est à peu près d'accord, il n'y a pas de souci. Entre 4 et 6, c'est compliqué. Parfois, les parents, ils se retrouvent un peu perdus entre les différentes informations. Est-ce que y a des bébés pour lesquels ça va être plus intéressant de commencer à 4 mois, d'autres à 6? Est-ce que c'est pas grave du tout si pendant 2 mois, il prend rien en termes de diversification? Dis-nous. Je pense qu'encore une fois, c'est les parents et le partenariat parental qui va nous aider dans le sens où les parents, étant les experts de leur enfant, ils vont observer des choses chez leur enfant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des enfants à 4 mois révolus, puisqu'on parle quand même de 4 mois révolus pour commencer, eh ben, ils vont déjà montrer un intérêt assez fort vers l'alimentation de leurs parents. Donc, montrer l'intérêt, c'est vouloir prendre la cuillère des parents, vouloir goûter un aliment que les parents ont, regarder les parents avec intérêt quand ils mangent. Et là, ce bébé nous dit clairement,
oui, je suis prêt à commencer. Et il y a d'autres bébés qui, effectivement, même à 4 mois révolus, ne vont pas montrer d'intérêt pour cette alimentation. Peut-être que le réflexe sensitif est encore un peu trop marqué et qu'ils ne sont pas prêts à passer à autre chose. Et donc, c'est vraiment l'expérimentation et l'observation des parents qui vont faire dire si oui ou non. Sachant que c'est vrai que c'est qu'à partir de 6 mois où on peut dire que ça va être bon à démarrer et qu'avant, c'est soumis à l'expertise des parents et pas, je dirais, à l'imposition d'un professionnel de santé aussi. Ok, très bien, je comprends. Oui, donc en fait, regardez vos bébés, essayez de capter leurs envies et si ça vient avant 6 mois, très bien, vous n'êtes pas obligé de vous fixer sur cette limite de 6 mois parce qu'on dit l'OMS dit 6 mois, vous pouvez commencer avant et si ça vient pas, c'est pas un souci non plus. Exactement. C'est comme il y a des bébés qui vont marcher plus tôt que d'autres et on ne va pas les empêcher de marcher. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire non, tu ne marches pas si bébé est prêt à marcher avant. C'est exactement la même chose. Ok. Autre truc dans la diversification qui peut être parfois déroutant pour les parents, sur une diversification classique, enfin en tout cas où on va donner des purées, très souvent on se retrouve avec un grammage précis à donner à tel âge, bébé doit prendre tant, à tel âge il doit prendre ceci, cela, tel aliment, telle protéine, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ces trucs précis, tu vois, dans cet esprit où chaque bébé est différent et que finalement c'est peut-être lui qu'il faut écouter. En fait, ce qu'il faudrait dire, c'est que la diversification, c'est une découverte. J'aime bien faire le parallèle avec l'écriture. C'est-à-dire qu'un enfant, avant 6 ans, il n'est pas prêt à écrire. Il n'est pas trop prêt des fois à utiliser des crayons. Alors nous, en France, on leur impose de faire des choses un peu trop tôt, mais dans les autres pays, en fait, ils laissent l'enfant manipuler, expérimenter. La diversification, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a pas de grammage précis parce qu'effectivement, ça va demander à l'enfant de façon motrice de changer ce qu'il est en train de faire d'habitude, donc de réapprendre une nouvelle façon de faire. Et on sait que chaque apprentissage ne peut pas être performant au début. Un bébé qui commence à marcher, on ne peut pas aller se promener dans tout le village avec son bébé. D'accord, il va faire quelques pas et après il aura besoin de portage ou de poussette. Le bébé qui commence à manger, on ne peut pas lui imposer une performance en termes de quantité parce que sinon on va en perdre l'émotion positive du repas pour peut-être rentrer dans quelque chose, un forçage ou quelque chose qui va être plus négatif pour cette expérimentation. Donc, on va encore une fois se baser sur l'observation de l'enfant et se dire, mon enfant, là, 2 cuillères, ça semble le juste défi pour lui. Et puis, il va augmenter progressivement ses quantités. D'accord, ok. Donc toujours pareil, on le regarde faire, on voit quand il en a marre, un bébé, ça sait dire non, même si ça parle pas et ça peut s'arrêter. Ok, très bien. Concernant l'allaitement plus spécifiquement, mais je crois que ça marche aussi, peu importe finalement le choix d'alimentation que vous avez fait au démarrage concernant les préparations pour nourrissons ou l'allaitement. Qu'est-ce qui est donc le plus important dans cet esprit où la diversification, c'est une découverte? Est-ce qu'on commence par le lait et qu'après on fait la diversification? Comment ça fonctionne? Effectivement, on va toujours commencer par le lait, au moins jusqu'à 1 an, parce que le lait reste l'aliment principal de l'enfant jusqu'à ses 1 an. Et ensuite, on va proposer la découverte alimentaire à l'enfant. Dans certaines conditions, encore une fois, c'est soumis à l'enfant, c'est-à-dire je pense aux bébés RGO qui ont des reflux importants. Des fois, leur proposer par exemple la diversification ou la découverte après le lait peut entraîner des nauséeux et des vomissements qui vont faire qu'il va rejeter tout le lait qu'il a pris. Donc ça veut dire que, pareil, ne restons pas figés sur des temps bien précis de découverte alimentaire. On peut très bien nourrir notre bébé au lait, que ce soit au sein ou au biberon, et 1 heure, 1 heure et demie après, lui proposer une découverte alimentaire. Il n'y a pas de timing, ça reste une découverte et le principal, c'est que l'enfant découvre avec plaisir et non pas avec un timing, un cadre qui serait trop rigide pour la découverte. Bien, est-ce que... donc, on a compris, il y a la diversification classique avec les purées, tu parles aussi de diversification mixte, où vont se mêler la purée, les morceaux, et puis la diversification menée par l'enfant, où là, on ne va proposer
que des morceaux au bébé. C'est quoi l'intérêt finalement de chacune, les plus et les moins, qui donnent envie de se tourner vers l'une ou vers l'autre en tant que parent? Parce qu'en ce moment, on entend beaucoup que le mieux, c'est la diversification menée par l'enfant, que c'est ça qui respecte le plus le rythme de l'enfant, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? Alors, dans la diversification progressive ou classique avec les purées, le plus, c'est qu'on peut proposer assez tôt à l'enfant et même de façon autonome. C'est-à-dire qu'on peut soit donner à notre enfant, soit le laisser explorer tout seul, ou aussi faire les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faut faire ci ou faut faire ça. Le moins, c'est que dans cette diversification-là, peut-être que les parents ont plus de mal à faire la transition vers les morceaux et restent peut-être un peu trop longtemps dans la purée. Dans la DME, à l'heure actuelle, on n'a pas d'études avec des données probantes, ça veut dire des données qui nous disent qu'effectivement, sur une énorme cohorte, ce serait le mieux pour l'enfant. C'est très intéressant comme diversification parce que l'enfant va développer sa préhension, sa coordination main-bouche, ses mouvements latéraux, ses mouvements d'écrasement de mâchoire, ses mouvements de mastication rotatoire. Et donc, très vite, il va mobiliser sa langue et entraîner les muscles de la mâchoire pour avoir une mastication mature. Le moins, c'est que la faim n'est pas soumise que au fait de se nourrir tout seul. Il y a aussi le fait que l'enfant peut être fatigué par le fait de le faire tout seul, parce que la préhension, ça demande de l'énergie, ça demande du recrutement musculaire, ça demande de la tenue posturale. Et que parfois, bébé peut s'arrêter de manger, pas parce qu'il n'a plus faim, mais parce que cette méthode, en fait, entraîne un coût cognitif qui n'est pas négligeable, et en fonction du bébé, qui peut avoir un impact sur le fait d'arriver à se nourrir à sa faim, entre guillemets. Ok. Et à l'inverse, certains diront que dans la diversification classique, en fait, justement, le bébé ne décide pas et que ça peut... on peut ne pas bien respecter sa jauge de j'ai faim ou j'ai pas faim. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Alors ça, j'ai jamais trop compris parce que en fait, il faut quand même faire la différence entre le gavage et donner à manger à la cuillère à son bébé. C'est-à-dire que le bébé, il est autonome pour ouvrir ou pas la bouche. Donc ça veut dire que s'il ouvre la bouche, il y a un accord. Il est OK pour avoir de la purée dans sa bouche. Donc à partir du moment où notre enfant ouvre la bouche, on n'est pas en train de lui imposer de manger une quantité. Un gavage, ça serait ouvrir la bouche de l'enfant de force et lui mettre de force la cuillère alors qu'il ne le veut pas. Donc encore une fois, l'observation de notre bébé, comme tu l'as dit plus tôt, l'enfant est capable très tôt de nous montrer ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, s'il a faim ou s'il a plus faim. Et donc je ne pense qu'à aucun moment, même la diversification classique ne respecte pas les sensations de faim et de satiété de l'enfant. D'accord. Ok. Est-ce que quand on a fait un choix sur une diversification ou sur l'autre, on doit s'y tenir? C'est-à-dire que si on avait décidé de faire de la DME, je pense notamment aux mamans qui retravaillent et qui ont leur bébé en mode de garde. La DME, c'est plus coûteux en énergie pour la maman, pour le parent plutôt aussi. Et c'est plus d'organisation. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie de mettre en place cette DME, mais que c'est peut-être pas possible tout le temps? Est-ce que c'est grave, c'est pas grave? Encore une fois, je pense qu'il y a des ponts entre chacune des diversifications. C'est-à-dire que on commence par la classique, on se rend compte que bébé n'est pas intéressé par les purées, mais qui semble intéressé par les morceaux. Donc rien ne nous empêche, à partir du moment où le bébé tient assis, de switcher vers les morceaux. A contrario, on veut faire une DME, et on se rend compte que notre bébé a un nauséeux sensitif encore très très présent, puisque je rappelle que le nauséeux sensitif va reculer, il sera vraiment très postérieur à partir de 9 mois. Donc il y a certains enfants qui peuvent être très gênés par ce nauséeux, et donc du coup vont avoir des nauséeux à chaque expérimentation alimentaire en morceaux.
Et ça, je vous rappelle quand même que ça va déclencher des émotions négatives. C'est-à-dire que l'enfant, s'il a un nauséeux quand il a un morceau dans la bouche, il n'a pas très envie de réexpérimenter l'expérience. Donc, si on observe ça chez son bébé, peut-être qu'il faut se dire qu'il n'est pas encore prêt pour les morceaux et qu'on va repasser à la purée pour qu'il reprenne plaisir à découvrir les goûts et les textures. Donc, je trouve que les gens qui disent « il ne faut jamais », vous n'avez pas le droit, il faut faire comme ça, c'est des gens qui ne s'appuient pas sur le développement de l'enfant et l'observation de l'enfant, mais sur des injonctions qui sont, pour moi, extrémistes et qui ne vont pas dans le sens du développement de l'enfant. Donc, il faut faire attention à ça et qu'encore une fois, c'est vous, les parents, les experts de vos bébés. Donc, si vous voyez que votre bébé ne réagit pas bien à ce que vous lui proposez, changez. À aucun moment, vous le mettez en danger, parce que je rappelle quand même qu'un bébé, c'est un expert sensoriel. Il naît déjà avec des outils sensoriels qui sont hyper performants. Donc, à aucun moment, il sera en danger. Il va s'adapter parce qu'il a une grande, grande faculté d'adaptation. D'accord. Donc, on fait confiance à son bébé, une fois de plus. Tu parlais du réflexe nauséeux. Je voudrais qu'on fasse un petit point là-dessus, une petite ou une grande parenthèse, parce que je pense que c'est hyper important. Ça fait partie des choses dans la diversification qui peuvent être source aussi d'anxiété pour les parents. Donc, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que le nauséeux, qu'on appelle aussi le gag réflexe? Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est? Il y en a différentes sortes et comment bien faire la différence avec l'étouffement, parce qu'un bébé qui a un nauséeux n'est pas nécessairement en train de s'étouffer, heureusement, parce que sinon il y aurait un taux de mortalité chez les enfants diversifiés beaucoup trop important, on aurait arrêté depuis longtemps. Vas-y, raconte. Alors, déjà, on a une erreur de langage en disant le nauséeux. On devrait dire les nauséeux, parce qu'en vrai, il y en a 7. Il y en a 7 qui ne sont pas tous sensitifs. C'est-à-dire que tu as le nauséeux sensitif qui est présent à la naissance et qui va effectivement reculer et qui doit reculer pour pouvoir manger. Et grâce aux mains-bouches de l'enfant, grâce au fait qu'il va mettre plein de choses en bouche qui se mangent pas, eh bien, ce réflexe nauséeux va reculer. Le réflexe nauséeux de timing, c'est un réflexe qui est plus d'ordre de la coordination à la mastication et déglutition. Ça veut dire que si je ne mâche pas assez mes aliments, si je n'ai pas ce qu'on appelle un bolus homogène, c'est-à-dire que ma bouche a fait une purée, s'il reste des morceaux dans cette purée, ils ne passeront pas le carrefour, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas déglutis. Donc ça, c'est un nauséeux qui peut nous rassurer en tant que maman en se disant que si bébé ne gère pas le morceau, effectivement, il ne pourra pas passer la douane de la gorge, entre guillemets. Ça sera refusé et ressorti. Et si jamais il se coince, le bébé va aller jusqu'à vomir pour le faire ressortir. Mais il y a aussi des nauséeux émotionnels. Donc un bébé qui aurait une expérimentation négative sur un outil ou sur un aliment, je pense à ces bébés qui ont des RGO ou des allergies et qui ne veulent plus de biberon, par exemple, parce que le biberon, ça fait mal, ils peuvent avoir des nauséeux qui seront plus émotionnels. On a le nauséeux de communication qui va nous dire « stop, je veux plus manger ». Et après, on a d'autres nauséeux plus organiques, donc le nauséeux organique qui s'appelle d'ailleurs le nauséeux muqueux. Et bien sûr, l'enfant peut combiner des nauséeux, c'est-à-dire que tu peux avoir un nauséeux sensoriel très fort qui a déclenché une émotion négative et donc un nauséeux qui est émotionnel ensuite. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul, il y a plusieurs phénomènes. Celui et ceux qui vont nous intéresser pour la diversification et nous rassurer, c'est le nauséeux sensitif et le nauséeux de timing. C'est-à-dire qu'effectivement, ce nauséeux sensitif, avant 6 mois, souvent, ou 4-6 mois, l'enfant, on ne peut pas lui mettre trop autre chose dans la bouche. D'accord ? Il ne tolère que le lait. Et puis, ce nauséeux de timing, se dire que si l'enfant n'a pas assez écrasé avec sa langue, avec ses gencives ou mastiqué avec ses dents, ça ne passera pas. Et ce n'est pas un étouffement. L'étouffement, c'est plus bas dans le carrefour. Donc, ça veut dire que c'est un morceau qui serait au niveau du carrefour aérodigestif et qui passerait dans la trachée. Déjà, on a la toux pour nous protéger. C'est-à-dire que la toux va faire ressortir un morceau qui aurait été trop loin. Et deuxième chose, on a l'obstruction qui va être partielle. C'est-à-dire que l'enfant continue à respirer, continue à pleurer, ne change pas de couleur. Donc, il faut aller le désobstruer, en gros, aller effectivement quand même à l'hôpital pour aider peut-être à aller chercher un morceau qui est trop bas. Et on a l'obstruction totale, où là, l'enfant ne respire plus,
ne parle plus, change de couleur. Et là, tout l'intérêt d'être formé aux manœuvres de premier secours pour pouvoir désobstruer l'enfant en attendant les secours qu'on a appelés de façon urgente. Ouais, donc ça, en tant que jeune parent, c'est vrai que on peut le rappeler là que c'est important de faire ces formations premiers secours pour les bébés, mais enfin, en règle générale, c'est très important d'avoir fait ces formations. C'est une façon de sauver un être cher et de pouvoir lui apporter les premiers soins. Et l'étouffement chez le petit en fait partie. Voilà, c'est comme chez l'adulte d'ailleurs, mais là, on s'intéresse à un bébé qui est un peu plus immature dans sa déglutition. Et il y a une règle à tenir aussi par rapport à l'étouffement ou le risque d'étouffement. C'est se dire que tant que bébé n'a pas la prise fine, on va être sur des gros morceaux, mais fondants. Donc on veut qu'il s'écrase et que quand vous prenez entre le pouce et l'index, ça fasse une purée. Donc la prise fine, c'est la prise pouce-index, hein, c'est ça? Ouais, c'est la prise tripode en fait. À partir de 9 mois, cette prise tripode se met en place. Et comme le développement de l'enfant est toujours très bien fait, les mouvements latéraux de la langue aussi. Ça veut dire que bébé va avoir la capacité de transporter des plus petits morceaux, car il a la capacité de les prendre, pour les mettre sous gencives et les écraser. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir diminuer la taille des morceaux en étant toujours précautionneux au fait qu'on puisse l'écraser entre le pouce et l'index. Et à partir de 12 mois, va apparaître la mastication rotatoire. Ça veut dire que la mastication est capable d'écraser des fibres, de broyer des choses plus dures. Et donc là, l'enfant va avoir la possibilité d'avoir un panel plus varié en termes de texture, mais aussi en termes de taille de morceaux. D'accord, ouais, donc ça c'est hyper intéressant. Finalement, tout est fait pour que les choses se combinent entre la déglutition, la préhension. Ok. Justement, alors, quand c'est des purées, tu nous l'as dit tout à l'heure, entre 4 et 6 mois, c'est lisse. Entre 6 et 9, ça peut commencer à devenir un peu grumeleux. Et à 9, on peut commencer à mettre des morceaux. Dans le cadre de la DME, est-ce qu'il y a des grands principes de taille à respecter ? Oui, effectivement, comme l'enfant va commencer avant d'avoir une prise tripode, il faut lui proposer un morceau qui soit facilement préhensible avec une prise palmaire. Une prise palmaire, alors tu as plusieurs sortes de prises palmaires. Tu as la prise palmaire par ratissage, c'est-à-dire que le pouce ne vient pas du tout en opposition aux autres doigts. Donc en fait, ce sont les doigts longs qui vont venir faire un genre de râteau pour chercher l'objet. Donc souvent, il va venir se cogner contre un rebord et l'enfant va l'attraper. Et donc c'est là, il faut que ce soit quand même d'une taille, d'un diamètre assez important, comme une banane par exemple, tu vois. D'accord. Ensuite, une fois que l'enfant a cette opposition du pouce, ça veut dire que son pouce est capable d'aller toucher la pulpe des autres doigts, et bien en fait l'enfant va pouvoir avoir une prise qui va être plus fine et donc qui va moins demander en gros de rebord et il va être plus efficace dans sa coordination pour aller chercher directement l'objet. Et il y a quelque chose qui se passe dans la DME et là où il faut être vigilant dans son observation, c'est que certains bébés ont des difficultés de préhension et donc vont s'énerver de ne pas réussir à prendre le morceau. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien, on peut lui proposer de l'aider et de prendre le morceau et de lui mettre devant la bouche pour qu'il l'expérimente, par exemple. D'accord ? Le bébé, il est très intelligent. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à faire quelque chose, il va le jeter et ça va être non. Il va pas persévérer dans l'échec et il a raison. Et une autre chose, c'est qu'on voit souvent un passage justement vers 9-10 mois où l'enfant se met à refuser les gros morceaux parce qu'en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'utiliser sa nouvelle fonction, sa nouvelle pince, pouce-index, et que du coup, il aime bien qu'on lui propose des morceaux beaucoup plus petits. D'accord, donc ça peut être à la fois un j'y arrive pas ou à la fois un là, t'es mignonne avec ta banane, mais j'aimerais bien avoir des petits morceaux. Exactement. Ok. Très bien. Encore une fois, pour faire un choix, entre guillemets, on a compris qu'on pouvait passer de l'un à l'autre et que le bébé allait nous montrer ce dont il avait envie. Mais dans les grandes lignes, est-ce qu'il y a des styles de bébés, des catégories, entre guillemets, de bébés, si on peut dire des catégories, mais qui se prêterait mieux à un style de diversification qu'un autre, fonction du bagage avec lequel ils arrivent à cette période-là, des éventuelles difficultés qu'ils ont eues avant,
Comment s'orienter en tant que parent pour pas non plus aller droit dans le mur si jamais on a un bébé qui supporterait pas une ou l'autre diversification? Alors cliniquement, je trouve que, donc ça n'a rien de probant et scientifique, hein, mais cliniquement dans l'observation, je trouve que par exemple les bébés RGO se prêtent assez bien à une introduction des morceaux précoces. C'est-à-dire que effectivement, ils vont être sur leur petite purée et très rapidement, ils vont nous montrer l'envie d'aller vers les morceaux. Les bébés qui ont des freins, ça veut dire qu'il y aurait eu une limitation dans l'expérimentation du mouvement de la langue. Donc peut-être que effectivement, eux, à 9 mois, ils seraient pas encore sur des mouvements latéraux, par exemple. Ils seraient plus sur des mouvements d'écrasement antérieur sur le palais. Et il suffit qu'ils aient un palais un peu ogival pour être dérangés par certaines textures qui vont aller se coller au palais et qui n'arriveront pas à enlever parce que l'élévation de la langue est par exemple compliquée. Eh Oui, bien, et le palais ogival, c'est un palais un petit peu creux, hein, pour ceux qui n'auraient donc, pas compris. exactement, ouais. Donc, c'est vrai que ces enfants-là, des fois, les morceaux, ça peut être plus compliqué à gérer parce que ma langue fait encore des mouvements antéro-postérieurs et que la purée va être peut-être plus simple dans un premier temps parce que ça va demander moins de mobilisation qu'un morceau. D'accord. Et les bébés prématurés aussi, où là, on peut avoir un décalage dans l'âge de tenue assis qui fait que eux, on va plus partir peut-être sur une diversification en purée. Ok. Oui, en fait, s'il y a eu d'une façon ou d'une autre un retard, entre guillemets, mais enfin, voilà, un petit décalage au niveau des compétences motrices, peut-être que c'est intéressant de ne pas tout de suite les mettre sur des morceaux, c'est ça? Exactement. Notamment que la compétence motrice est souvent très liée à la compétence sensorielle et que ces bébés n'ont pas forcément la même perception, la même modulation sensorielle entre des hyper et des hypos, et que cette modulation sensorielle peut venir perturber telle ou telle diversification, et notamment les morceaux qui demandent une discrimination sensorielle qui va être plus importante que la purée, par exemple. D'accord. Et alors, si j'ai un bébé qui a... Alors, on parle des freins dans la mesure où ils ont aussi été pris en charge. Si jamais ils étaient très restrictifs, ça fonctionne aussi, puisque le temps de la prise en charge et de la rééducation, entre guillemets, de cette oralité, ils peuvent quand même avoir pris un tout petit peu de retard dans leurs compétences motrices dans la bouche et sensorielles. J'ai un bébé qui a eu ou non d'ailleurs une frénotomie, une prise en charge autour d'un frein restrictif. J'ai quand même envie de partir sur de l'ADME. Est-ce qu'il y a, du coup, il y a des choses que je dois savoir? Est-ce que je peux quand même essayer? Bien sûr, on peut quand même essayer parce que l'enfant a tellement de compétences que c'est pas parce que j'ai eu un frein, c'est pas parce que j'ai eu un RGO qu'il faut se dire ce sera ce chemin et pas un autre. Et effectivement, on va, si c'est un frein restrictif, on va couper le frein, mais après bébé doit réapprendre à bouger sa langue, qui n'a pas eu l'habitude de bouger. Et parfois, la DME peut être un bon moyen de faire de la gymnastique de la langue parce que elle va venir solliciter les mouvements latéraux, solliciter l'écrasement de la mâchoire. Et on sait qu'il y a un réflexe d'orientation de langue dès qu'on va mettre un morceau sur les molaires. La langue va s'orienter. D'ailleurs, vous le voyez quand vous brossez les dents. Quand vous brossez les dents, votre langue s'oriente du côté de la sollicitation et qui va donc venir solliciter naturellement la latéralité de la langue qu'on va chercher dans la mastication et ce qui peut manquer des fois quand on a une langue qui a eu l'habitude de rester plutôt basse au palais et à ne pas découvrir les mouvements latéraux et l'élévation. Basse au plancher buccal, tu veux dire? Exactement, oui. Ok. Bien, donc voilà, pour résumer, en gros, pour faire un choix sur une diversification ou une autre, sur quoi je pars en premier, parce qu'encore une fois, voilà, vous l'aurez compris, c'est pas parce que vous partez sur une idée en premier que vous pouvez pas basculer sur autre chose et que au sein d'une même journée ou d'une même semaine aussi, enfin finalement, vous pouvez aller d'un type à l'autre. Si on a un bébé qui gère, ça peut être aussi à la convenance du parent de se dire que il est chez la nounou, il prend des purées parce que la nounou, ça l'arrange et que le petit, ça lui va. Et le week-end, nous, ça nous fait plaisir. On met en place les morceaux, la DME. Ça peut fonctionner comme ça aussi, finalement.
Exactement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de freins à la DME aussi, en se disant bah oui, mais il va être gardé, donc du coup je vais faire des purées. Il y a eu des fausses informations en disant que donner de la purée à un enfant qui est en DME allait faire qu'il s'étouffe. Je suis désolée, mais tout le monde mange de la saucisse purée et personne n'est mort jusqu'à présent. Et encore une fois, et un expert sensoriel. Donc je pense que, tu vois, dans un monde parfait pour la diversification de l'enfant, euh, c'est pas dire aux parents comment faut faire, mais c'est former les parents au développement de l'enfant pour qu'ils sachent comment faire eux-mêmes. Parce que, encore une fois, même en tant que professionnel de santé, il y a des fois, tu te dis, bah, cet enfant, je vais plus partir là-dessus parce qu'il a le profil, et en fait, il te bluffe, et tu pars sur autre chose, parce qu'il t'a montré autre chose. Donc vraiment, je pense que c'est aider, accompagner les parents dans la diversification, c'est les former au développement de leur enfant, les former à observer l'enfant et pas leur dire comment ils devraient faire. Ouais, ouais, c'est ça le grand truc à retenir finalement pour faire un choix, c'est de se dire que c'est vous au quotidien qui êtes avec votre bébé et qu'il voyez évoluer, faire ses différentes acquisitions et c'est vous qui allez être le plus à même de savoir ce qui lui convient le mieux, quoi. Et cette chose-là peut varier du midi au soir, du jour pour le lendemain et d'une semaine sur l'autre, c'est ça. Exactement. Donc, si on veut revenir sur les grandes règles autour de la diversification, tu nous disais tout à l'heure qu'il faut qu'un bébé euh, découvre le maximum d'aliments entre 6 et 12 mois. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, dans la diversification, il y a des périodes sensibles. Ça veut dire qu'une période sensible, ça veut dire que c'est une période où l'enfant est le plus à même à découvrir un maximum de choses. Ce qui veut dire qu'entre 6 et 12 mois, d'ailleurs on l'observe en tant que maman, l'enfant va mettre à la bouche ce qui se mange et ce qui se mange pas de façon indifférenciée. Ça veut dire qu'il a quasiment un main-bouche automatique. Donc dès que je vais mettre quelque chose dans sa main, il va le mettre à sa bouche. Et encore une fois, c'est bien fait, c'est parce que sa main, elle n'est pas encore très habile, donc sa bouche va l'aider à reconnaître, à découvrir ce qu'il a dans sa main. Donc, il faut se servir de cette période, il faut se servir des compétences de l'enfant lors de cette période pour lui proposer un max de goût, de texture, d'outils, cuillère, fourchette, qui découvre afin de, à 12 mois, avoir un enfant qui peut manger des petits morceaux. Et à 2 ans, on attendra une alimentation de table, c'est-à-dire qu'il mange comme papa et maman, bien sûr en adaptant toujours la taille des morceaux. Et si un enfant pendant cette période, n'arrive pas à passer au morceau, il nous montre une difficulté, il nous montre un problème, il nous dit c'est difficile pour moi et il nous demande quelque part de l'aider aussi à passer ce stade-là. Et je voudrais revenir aussi qu'à partir de 12 mois, l'enfant il va plus basculer dans une phase motrice, la marche, la découverte de son environnement, aller monter partout, aller toucher tout et il sera plus dans la phase sensible de découverte alimentaire. Je dis pas que c'est impossible après, mais ça sera plus dur. Ouais, il passe sur d'autres acquisitions, donc il sera peut-être moins à fond sur la découverte sensorielle et sensitive alimentaire. Ouais. Ok, donc tu disais un bébé qui ne suit pas ces grands stades. Alors encore une fois, on n'est pas au mois près. Ne vous alarmez pas si ça prend un peu plus de temps pour le vôtre que pour celui de la voisine ou de votre belle-sœur ou je ne sais qui. Vous l'avez compris, un bébé qui a été prématuré, un bébé qui a un frein de langue ou d'autres difficultés. Tu parlais la dernière fois dans l'épisode des hyper et des hyposensibles et qui sont pas nécessairement... ces difficultés ne sont pas nécessairement liées à un problème anatomique en dessous. Ça peut aussi être un simple problème de sensibilité. Ces bébés-là peuvent prendre un peu plus de temps qu'un autre. Donc ça ne se joue pas à la semaine ou au mois près. Par contre, s'il y a une difficulté qui persiste, à ton sens, c'est le moment où il faut consulter. Oui, en fait, tu vois, le bébé qui porte très bien les choses à la bouche de façon non alimentaire, mais qui touche absolument pas les aliments, ou le bébé qui ne met rien à sa bouche à cette période-là, ça peut être rassurant parce qu'effectivement, on le pose par terre et qu'il ne va pas se mettre en danger, mais ça doit nous interpeller en tant que parents en se disant, tiens, pourquoi il ne les met pas à sa bouche? Qu'est-ce qui se passe dans sa bouche? Qu'est-ce qui se passe dans sa main? Est-ce qu'il perçoit trop? Est-ce qu'il perçoit pas assez?
et se dire, bah, effectivement, ça peut avoir un impact sur l'occupation du repas parce que il n'aura pas fait cette exploration alimentaire et que pour lui, c'est plus compliqué. Ouais. Ouais, ce qui fait qu'un bébé qui prend tout à la bouche et c'est vrai, c'est l'angoisse. J'en avais un qui mettait vraiment tout à la bouche et il faut en permanence être au taquet à savoir s'il n'y a pas un truc qui traîne, que ce soit finalement du bout de papier, parce qu'on n'a pas particulièrement envie qu'il mange du papier non plus, à l'habit, enfin voilà, tout truc qui peut rentrer dans sa cavité orale. Mais finalement, c'est bon signe qu'il fasse ça. Oui, c'est un très bon signe, effectivement. Ok. Donc on range la maison et, et on lui met des trucs qui sont adaptés. Ouais. Je crois que, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est mettez-vous par terre, allongez-vous au sol comme votre bébé est allongé et regardez autour de vous et vous allez voir les éventuels trucs qui sont dangereux de son prisme à lui. C'est ça, oui. Et rangez la baraque. Ouais. Ok, donc l'exploration, c'est un super bon signe. Est-ce qu'on peut refaire un petit point sur les hypersensibles et les hyposensibles dont tu nous parlais la dernière fois dans l'épisode? Et je vous invite à réécouter l'épisode qu'on avait fait avec Marie. Je me souviens plus du numéro là comme ça, mais je vous le remettrai en note, où on faisait vraiment un point général sur qu'est-ce que c'est qu'un bébé qui montre des signes d'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est qu'un bébé qui montre des signes d'hyposensibilité, comment les reconnaître et l'impact que ça pouvait avoir dans l'allaitement spécifiquement. Alors, est-ce que tu peux nous refaire un petit point là-dessus, hyposensible, hypersensible et diversification? Alors, l'hypersensible, il a un seuil de réaction qui est très bas. Ça veut dire que n'importe quelle stimulation, même minime soit-il, qui va rentrer dans sa bouche, va le faire surréagir. C'est quoi une surréaction? Une surréaction, ça va entraîner en fait un d'évitement. Ça veut dire que l'enfant, il va éviter ce petit hocher qui vient dans sa bouche. Il va éviter la cuillère, il va éviter la purée ou éviter le morceau. Il va s'opposer, il va fuir parce que c'est comme si vous touchez une porte et que vous prenez un coup de jus à chaque fois. Eh bien, du coup, vous allez plus toucher cette porte ou vous allez mettre en place une compensation pour ne pas avoir le coup de jus. Donc, ce bébé hypersensible, il va falloir être très progressive dans la diversification, c'est-à-dire qu'il y a des fois, je recommande de commencer avec la quantité d'un grain de semoule sur la cuillère et non pas une cuillère complète parce que notre bébé hyper, ça va le faire surréagir. C'est trop d'informations, c'est trop de quantité, c'est trop de mouvements de langue et je n'en veux plus. Donc, être attentif, c'est des bébés, effectivement, où on va être très, très progressif. Le bébé hypo, au contraire, lui, son seuil de réaction est très, très haut. Ça veut dire qu'il ne perçoit pas bien ce qui se passe dans sa bouche. Et donc, il peut mettre quelque chose dans sa bouche et essayer de le déglutir alors qu'il l'a absolument pas mâché. Et là, il va se mettre un petit peu en danger. En danger, il y aura le nauséeux timing qui va faire ressortir. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va mettre un morceau dans la bouche, il va essayer de le gober. Et comme il y a le nauséeux timing, il va se dire que les morceaux, c'est pas bon, j'en veux plus. Donc, il peut aussi refuser les morceaux parce qu'il n'y arrive pas. Ils peuvent avoir le même comportement, finalement. Exactement. On peut avoir le même comportement, la réaction, mais dans les signes cliniques, c'est un bébé quand même qui explore bien au niveau de la bouche parce que lui, il cherche à se solliciter, mais sa réponse motrice n'est pas bonne parce que la perception n'est pas bonne. C'est-à-dire que si je mâche de la même façon une chips crevette qui va fondre et une noix de cajou, si j'essaye de laisser fondre la noix de cajou et que j'essaye de l'écraser une fois et de l'avaler, j'y arriverai pas. Si j'écrase une fois la chips crevette dans ma bouche et que je l'avale, elle va fondre, je vais l'avaler. Donc, dans ces bébés hypo, il y a aussi une notion de défi sensoriel de l'aliment et de leur donner la bonne texture pour que ce soit le juste défi et qu'ils arrivent à le déglutir. D'accord. Parce que la mastication, comme ils ne perçoivent pas très bien, ils ne peuvent pas lancer 5 écrasements, par exemple. Ils vont en lancer 1 et déglutir. Parce qu'on va déglutir quand notre cerveau ressent, perçoit que le bolus alimentaire est homogène. Donc, si le cerveau ne perçoit pas, parce que c'est hyporéactif dans ma bouche, que le bolus alimentaire peut être dégluti et qui déclenche trop vite la déglutition, ça ne peut pas passer. Et ça, c'est typiquement ce qui passe chez nos enfants hypo. Ok. Un petit point maintenant sur
du côté parent, parce que la diversification, c'est vraiment un moment un peu, voilà, comme toute transition, finalement, c'est un moment sensible dans la vie d'un bébé et donc dans la vie d'un parent. En plus, l'alimentation, voilà, profondément, on a tous envie que nos gamins mangent. Je dis souvent qu'ils mangent et qu'ils dorment, mais qu'ils mangent, ça en fait partie. On a envie qu'ils aient assez. Et donc, l'alimentation et la diversification peut très vite tourner à l'anxiété côté parent parce que bébé mange pas assez. C'est rarement parce qu'il mange trop. En général, c'est parce qu'il mange pas assez. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour rassurer les parents? Parce qu'avec tout ce que tu as dit, on comprend bien que chaque bébé est différent et que, fonction du choix d'alimentation qu'on va faire, de ses expériences précédentes, d'une hyposensibilité qui peut prendre différentes intensités, on comprend très bien que cette histoire de grammage, il doit manger un demi-petit pot le midi au goûter, faire ci, faire ça, en fait ça fonctionne pas, ou ça fonctionne pour celui qui rentre dans les cases, et tant mieux si ça vous arrive, mais la plupart du temps il va y avoir des adaptations à faire. Alors si c'est générateur d'anxiété pour le parent, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer? Alors déjà que votre anxiété, elle est légitime. C'est-à-dire qu'on n'a pas à balayer d'un revers de main votre anxiété en disant vous êtes trop anxieuse, c'est pour ça qu'il ne mange pas. Souvent, c'est parce que vous avez des difficultés dans l'alimentation que vous êtes anxieuse. Donc c'est plutôt de l'autre côté qu'il faut prendre. Et de plus, dites-vous que votre anxiété, elle doit être écoutée parce qu'il y a des études effectivement qui montrent que les difficultés alimentaires vont se pérenniser et peuvent devenir des troubles d'alimentation derrière si on laisse les parents seuls face à leur anxiété. Donc, c'est notre faute à nous, en tant que professionnels de santé, de ne pas répondre précocement. Et quand je dis précocement, ça veut dire à 8 mois, quoi, avant 8 mois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réponde très vite à cette anxiété. Et que même si ils ont l'impression que c'est pas réel, qu'ils sont trop stressés, qu'on leur a dit d'arrêter et que leurs questions ne sont pas légitimes, tout questionnement sur la diversification, mais surtout l'occupation du bébé, est légitime. Et il faut effectivement trouver un professionnel qui pourra y répondre. Donc, des fois, il faut taper à plusieurs portes pour avoir un professionnel qui va dire « Ok, vous avez raison. Je vois qu'effectivement, c'est plus difficile pour lui de faire cette transition. Je vous propose de prendre tel ou tel chemin. » Et je pense que la façon d'accompagner la diversification doit être revue aussi en France, où je pense qu'il faut que les professionnels de santé puissent coacher les parents. Je vais employer le mot coaching parce que je pense que c'est adapté. Les coacher, c'est les soutenir, c'est créer un partenariat parental où on va les écouter, on va observer leur enfant, ils vont nous donner les difficultés et nous, avec notre expertise de professionnels de santé spécialisés dans l'alimentation de l'enfant, on va leur dire essayez cette piste-là. Ils vont essayer et si le plan marche bien, eh bien, on va prendre un bon chemin. Tu sais, nous, en ergothérapie, c'est toujours quel est le but. On fait un plan, on vérifie le plan. Donc, du coup, le but des parents, c'est quoi votre but? On va essayer de créer un plan. On va vérifier si notre plan marche. Et si notre plan marche, eh ben, on a réalisé cet accompagnement et ce coaching quelque part. Ouais, donc du coup, tu dirais que voilà, quand on voit des difficultés arriver, c'est tout de suite qu'il faut aller taper à des portes, et que si la première, elle s'ouvre pas, aller taper à une deuxième. Vers quel professionnel on se tourne? Donc là, les ergothérapeutes qui sont spécialisés en périnatalité, on sait la difficulté. Enfin, moi, je suis à Paris, honnêtement, c'est une tannée, quoi. Moi, j'ai des parents que je t'envoie à toi en visio pour que tu puisses démarrer un accompagnement parce qu'il y a personne, quoi. Il y a pas assez de monde, et ceux qui sont là sont surbookés, un peu comme les orthophonistes qui ont cette spécialité autour des troubles de l'oralité. C'est tellement un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui est nouvellement Identifié peut-être. identifié. Ouais, et en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui l'identifient. Comment on fait en fait pour frapper? Parce qu'il y a frapper aux portes, mais ne serait-ce que les trouver, les portes, parfois c'est pas facile, et on se retrouve chez des professionnels qui savent pas forcément. Alors effectivement, tous les professionnels ne sont pas formés dans l'accompagnement de l'alimentation de l'enfant. On peut frapper à une ergo, une ortho, les kinés peuvent être formés, les physiciennes, il y a des psychomotes, il y a des ostéopathes. Enfin,
il y a plusieurs portes à laquelle on peut effectivement frapper. Par contre, je pense, et moi, en ayant mis les accompagnements en visio, qui ne sont pas des consultations, mais justement plutôt du coaching et de l'accompagnement parental, qu'on peut aussi peut-être réfléchir à une autre pratique, peut-être plus connue en Amérique du Nord ou au Canada, où il y aurait un genre allô, j'ai un problème, quoi. Et on pourrait répondre à cette difficulté. Et si c'est qu'une difficulté, pouvoir faire un plan qui réussit avec les parents. Et si c'est un trouble, eh bien, en référencer précocement à un professionnel de santé sur place pour qu'il soit pris le plus tôt possible. Donc, ça serait un peu, tu vois, un accompagnement qui permettrait d'éviter un trouble, mais aussi de réorienter rapidement et précocement quand il y en a un qui est mis en place. Oui, parce que plus c'est pris en charge tôt et moins ça s'installe, moins l'anxiété s'installe et on évite le cercle vicieux. Ouais, on n'est pas bon dans dans la prévention plutôt. Et je sais que les parents sont en difficulté. Je sais qu'on a des délais qui sont des fois irraisonnables et que c'est très culpabilisant pour les professionnels de santé. Mais on a encore à s'améliorer dans la prise en soins précoces. Ok, merci Marie. Donc voilà, si on devait résumer, est-ce que ça irait si on dit que finalement il n'y a pas d'interdit dans la diversification, il n'y a que plein d'options qui peuvent vous convenir d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre, et que vous pouvez passer d'un style à l'autre sans vous dire que vous annulez ce que vous avez fait avant, que c'est pas bien, etc. La clé, ça reste quand même de regarder votre bébé parce qu'il se connaît, vous le connaissez et qu'il n'y a personne d'autre que vous qui le connaissez mieux finalement. Nous, on est là pour vous accompagner, pour vous coacher, mais en aucun cas on connaîtra mieux votre bébé que vous qui le voyez au quotidien évoluer. Donc pas d'outils interdits aussi, on avait dit voilà, ça peut être on peut faire une diversification avec des purées, mais avec un enfant qui est autonome et qui utilise une cuillère ou voilà, tous ces petits outils dont tu parles souvent sur ton compte. Je vous invite à aller voir le compte de Marie, et très fréquemment elle vous fait des posts et il y en a eu un il y a pas longtemps sur tous les petits outils qu'on pouvait utiliser dans la diversification, et il y a des bébés qui seront plus à l'aise avec l'un que l'autre. Donc voilà, est-ce que tu veux nous dire encore un truc pour résumer tout ça Mais je pense effectivement que vous êtes les experts de vos bébés. Seul vous avez l'observation et la connaissance de votre bébé. Et que même en DME, bébé est fatigué le soir, il veut rien manger, mais vous avez l'impression qu'il veut une purée. Mais donnez-lui une purée. Enfin, il n'y a pas d'interdit en fait. Il y a juste écouter le besoin de l'enfant. Et on le fait assez naturellement pour toutes les autres occupations. Mais de façon paradoxale, pour l'alimentation, je trouve qu'il y a trop d'interdits et qu'on est en train de vous enlever votre capacité à observer et à répondre aux besoins de votre enfant. Donc écoutez-vous et quand on vous interdit quelque chose, regardez votre enfant, questionnez-vous et cherchez juste ce qui lui convient de mieux à lui. Ok, ouais, je pense que c'est un beau mot de la fin. Et puis si difficulté il y a, ou en tout cas que doute il y a, ne le laissez pas s'installer. La difficulté amène à l'anxiété et l'anxiété amène à cette difficulté qui perdure et qui devient un vrai problème. Donc ne quittez pas, quelqu'un va prendre votre appel à un moment ou à un autre, mais demandez de l'aide. Et pour finir, de ce que j'ai compris de tout ce qu'on a dit jusque-là, il n'y a finalement pas de différence dans la diversification d'un bébé allaité ou d'un bébé au biberon. Pas du tout. En fait, c'est juste l'outil qui va changer pour donner le lait, mais la diversification se fera exactement de la même façon pour un bébé allaité ou pour un bébé biberonné. Et le lait, que ce soit dans l'un ou l'autre, reste l'aliment principal jusqu'à 1 an. Ok. Et je crois qu'il y avait une question qu'on nous avait envoyée. Alors, dans les questions que vous nous aviez envoyées, je fais une toute petite parenthèse sur la fin. Il y avait pas mal de questions sur des d'histoires de régime alimentaire ou de conviction au niveau alimentaire. Et c'était pas trop le sujet de l'épisode parce que Marie n'est pas diététicienne ou nutritionniste. Et donc voilà, si ça génère beaucoup de questions, envoyez-moi des messages et j'essaierai de me rapprocher d'une nutritionniste ou d'une diététicienne pour approfondir ce sujet-là. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment la mise en place de la diversification et les régimes alimentaires et tout ça. Je l'ai mis un peu de côté pour que ce soit pas trop lourd
à digérer, et surtout parce que c'est pas dans les compétences premières de Marie, donc on préfère s'intéresser, enfin avoir un expert de son domaine à chaque fois. Mais dans les questions, il y avait, peut-être que ça tu vas pouvoir répondre, mon bébé est allaité, du coup est-ce que ça a un intérêt que je lui donne les yaourts et tout ça du commerce? Mais il y a toujours un intérêt sensoriel parce qu'à un moment donné, l'enfant il va être confronté à des yaourts, à de la purée, à du smoothie, à un écrasé de pommes de terre, et que il faut se dire que l'enfant c'est une découverte sensorielle, c'est-à-dire que effectivement il faut qu'il découvre toutes les textures, et toutes les textures c'est aussi des yaourts, voilà, c'est des compotes, c'est plein de choses. Voilà, nutritionnellement, a priori, il a tout ce qu'il faut dans votre lait, donc mais éventuellement lui faire des yaourts avec votre lait, quoi. Ouais, si vous exactement, mais la texture du yaourt, c'est pas la texture de votre lait, et ça entraîne pas les mêmes compétences au niveau de la déglutition non plus. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Ouais, donc voilà, outre l'aspect nutritif, là, on aura vraiment, je pense, assez développé sur l'aspect sensoriel et sensitif de tout ça. Donc j'espère que ça vous aura apporté des éclairages sur ces différents types de diversification, surtout que ça vous aura déculpabilisé de choisir l'un ou l'autre, et ouvert l'esprit sur le fait qu'on peut tout à fait passer de l'un à l'autre. Merci beaucoup, Marie, d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était un plaisir. Je dis, c'est toujours un plaisir. Bah pour nous aussi. Merci de nous apporter tes compétences et ton expertise dans ce domaine-là. Vous avez une mine d'informations sur le compte de Marie qui s'appelle Ergomums, que vous connaissez probablement déjà. Écoutez l'épisode précédent qu'on avait fait avec Marie, qui est vraiment, pour le coup, spécifique sur l'allaitement, les hippos, les hypersensibles. C'est très intéressant parce que ça peut expliquer plein de choses et c'est pas forcément très connu. On parle aujourd'hui beaucoup de l'aspect anatomique de la succion et mécanique, mais il y a d'autres choses qui interfèrent dans la succion de votre bébé. Et cet épisode-là, je l'avais trouvé vraiment essentiel. Donc voilà, je vous invite à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, le compte de Marie, où vous avez vraiment plein de tips pour l'alimentation de votre bébé au sens large. Et puis voilà, je te dis à très bientôt pour un nouveau sujet pour revenir milkshaker avec moi. Merci beaucoup, Marie. Merci. À tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, où vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milk Letters. On se quitte encore et toujours avec Emma, la voix officielle de Milkshaker, et son titre I'll Be There, qu'on ne présente plus. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect, sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight
fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there.